Compte tenu de tous les paramètres, la cote de crédit de BHP devrait rester la même pour le moment. Credit rating at this particular time. David Lennox, ravi de vous recevoir à nouveau sur Dukascopy TV. Merci de me recevoir à nouveau en 2016, Nathalie. Ravi de vous revoir. In 2016. C'est un plaisir. Alors pour commencer, parlons du mini-drame récent concernant la note de crédit de BHP, notamment le triple A, après que le S&P a déclaré qu'il voulait revoir à la baisse la note de crédit de la société. Alors la société BHP est-elle exposée à un risque à votre avis? Is BHP at risk, do you think? Nous devons tenir compte de l'environnement dans lequel BHP opère. Le contexte actuel est très turbulent pour tous les produits de base. Les prix des matières premières sont très faibles et cela met beaucoup de pression sur la structure de BHP. Cela influence à la fois le bilan de la société et les comptes de profit et pertes. Les agences de notation prennent en compte quelques facteurs particuliers, notamment la stabilité de l'industrie dans laquelle l'entreprise mène ses opérations et la stabilité de la société elle-même. Dans le cas de BHP, l'industrie n'est pas particulièrement stable en raison des prix des produits de base qui sont en déclin, mais BHP est une société assez stable. Si nous analysons les accomplissements de la société au cours des 3 dernières années, nous verrons qu'elle a optimisé la structure des coûts en réduisant ses dépenses d'investissement et en augmentant ses volumes afin de profiter de la marge sur coûts variables. Compte tenu de ces paramètres, la note de crédit de BHP devrait être maintenue en ce moment. Maintain BHP's credit rating at this particular time. Now, something that BHP BHP a toujours tenu à sa politique de dividendes progressive. Vous avez mentionné des bilans assez robustes. Quel a été le rôle de la politique de dividendes à la fois agressive et progressive pour BHP? aggressive and progressive dividend really played for BHP? Look, you'd have to suggest that Tout d'abord, il faut tenir compte de l'impact des dividendes sur le flux de trésorerie au sein de la société. Il faut vraiment avoir de l'argent pour être en mesure de payer les dividendes. Il est à noter qu'il n'a jamais été problématique pour BHP de générer des flux de trésorerie issus de la vaste base d'actifs de la société. En revanche, les revenus ont diminué au cours des quelques dernières années. La base monétaire est toujours là, mais elle est devenue beaucoup plus petite. Cela met BHP Billiton sous pression parce que les bénéfices deviennent moins importants et lorsque les revenus baissent par rapport au montant des dividendes, la société se retrouve dans l'incapacité de payer ses dividendes. Bien sûr, BHP est un preneur de prix sur le marché. Bien évidemment, tôt ou tard, la société va décider de revoir le dividende. Cela ne veut pas dire qu'elle va changer le montant, mais de toute façon, elle va le reconsidérer. Cela est dû au fait que l'on est incapable en tant que preneur de taux de contrôler le flux de revenus qui va être généré au fil des ans. Les revenus sont dictés par le marché. Donc, si vous avez une politique de dividendes progressive, vous ne pouvez pas prévoir vos futurs bénéfices. Cela représente un obstacle majeur pour la mise en œuvre et la poursuite de cette politique. you're going to earn in a particular year, that makes it difficult to actually pursue that policy. Dans un contexte de baisse de la production, les prix du minerai de fer sont soumis à une forte pression. BHP prévoit d'augmenter sa production, tandis que plusieurs sociétés étrangères impliquées dans cette industrie veulent faire le contraire et projettent de réduire les volumes de production de minerai de fer. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a-t-il surpris les marchés cette année ? Imbalances. Bien sûr que non. Nous avons commencé notre activité au sein de cette industrie il y a plusieurs années, à l'époque où la Chine était encore un petit acteur sur le marché mondial. Au cours de la dernière décennie, cette économie a crû à partir d'1 trillion de dollars américains à environ 10 trillions de dollars américains. Pour une expansion de cette envergure, il leur a fallu un grand nombre de matières premières, dont le minerai de fer. À l'époque, l'offre était insuffisante pour satisfaire la demande croissante de la Chine, au vu de son taux de croissance au cours des 10 dernières années. Maintenant que l'entreprise a atteint son taux de croissance maximal, il existe une offre excédentaire de minerai de fer parce que les projets qui se présentent sur le marché ne coïncident pas tout à fait avec l'offre existante. Pour ce qui est des perspectives qui se profilent à l'horizon en 2016, les prix du minerai de fer resteront sous une pression considérable et sont susceptibles de reculer davantage parce que les projets qui existent viennent à terme. Il y aura donc des sorties de capitaux du marché et c'est seulement après cette fuite de capitaux que l'offre et la demande deviendront plus ou moins équilibrées. We are seeing now, we'll see capital fly out of the market
and then we'll start to see the demand-supply imbalance start to redress. David Lennox, merci de vos commentaires. C'est un plaisir, Nathalie. Oh, many thanks. Nous remercions comme toujours David Lennox de Fat Profits pour ses commentaires. Into the Pour avoir une vision plus claire de la situation dans le secteur des matières premières, restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. Je suis Nathalie MacDonald. Vous avez suivi Sydney en direct. À la prochaine.